Le Togo a-t-il trouvé les clés de l'alternance politique avec l'élection samedi au Congrès d'une figure ancienne de l'opposition togolaise au poste de président de la République, ou s'agit-il simplement d'un cadeau de Scapin tombé entre les mains de Jean-Lucien Savy de Tové? Analyse d'un des faits marquants du basculement du Togo dans la Ve République, à l'accent très parlementaire, avec nos invités que j'ai l'honneur de vous présenter. Nous sommes avec Kanka Malik Natchaba. Monsieur Natchaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre togolais en charge notamment de l'enseignement supérieur, cadre du parti au pouvoir Union pour la République. Avec vous, Maître Jean-Yaovi Degli, ancien ministre, un des plus jeunes ministres du Togo, ministre de la transition dans les années 90 également. Il est avocat au barreau de Lomé. Maître, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les spectateurs et spectatrices de Néo TV. Le troisième invité, en attendant d'être ministre, il est plutôt sénateur. Innocent Kagwana, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du Parti démocratique panafricain PDP, sénateur. Sénateur choisi ou désigné, est-ce que je suis provocateur? Non, écoutez, peu importe le mot de désignation, dès lors que vous siégez à la Chambre, vous êtes sénateur. Donc il y a des gens qui ont choisi la voie d'aller aux élections. Il y a d'autres aussi qui ont été choisis par le président de la République. Et même, c'est le lieu de saluer l'esprit d'ouverture de la majorité. Et comme nous l'avons toujours dit, nous incarnons une autre opposition, une opposition responsable. Mais quand on est de l'opposition choisie par un président d'un autre parti, est-ce que votre légitimité n'est pas diluée? Non, du tout, du tout. Nous n'allons même pas sursier sur cette question. Pourquoi? Parce que nous avons un cadre de discussion. Nous avons un cadre de concertation que nous avons mis en place où des gens refusaient au début de siéger, mais ce cadre a fait des avancées. C'est avec ce cadre que nous avons eu beaucoup de modifications au niveau des tests et ça a été consensuel jusqu'à présent. Donc, au sein de ce cadre, nous avions demandé qu'il y ait quand même de l'ouverture au niveau des nominations, puisque le chef de l'État a la possibilité de nommer 20 personnes. Donc, sur les 20 personnes, il faut quand même de l'ouverture pour permettre à toutes les sensibilités d'être représentées. Et c'est ce qui fut fait. Donc, ce n'est pas du tout de la compromission, c'est beaucoup plus l'esprit d'ouverture et dire que c'est un processus, ce n'est pas simplement la nomination qu'il faut voir, c'est ce qui aboutit à la nomination. C'est un processus que nous avons enclenché depuis 3-4 ans avec le cadre permanent de concertation. C'est un processus. Donc, il y avait eu des discussions. Après, ça a changé. C'est devenu un cadre permanent de concertation. Ceux qui nous ont critiqués ou ceux qui parlent comme vous, ils nous ont rejoints après. Il faut le rappeler. Donc, ça ne nous gêne pas tant que nous savons que nous sommes réalistes. Nous sommes dans la vérité. Nous voulons continuer dans cet esprit d'ouverture pour que nous puissions incarner une opposition responsable avec une majorité tolérante. D'ailleurs, dans son rôle, il est le chef de l'État de tous les Togolais et non le chef de l'État du parti Union. Au Togo, un nouveau président désigné au Congrès, nouveau président de la République issu de l'opposition, c'est le thème du jour et vous êtes conviés à la richesse de cette émission. Vous connaissez le principe, plus 228 96 08 43 43 pour nous envoyer vos questions. Je vais y revenir, mais tout de suite, le débat. Vous le savez, c'est terminé, la mise en place de la Ve République au Togo avec la désignation du président du Conseil samedi devant la Cour constitutionnelle, suivi de l'élection du président de la République. Et finalement, le basculement dans un régime parlementaire est-il une bonne option pour le Togo? Je commence avec vous, le ministre Natchaba. Merci. Je salue vos téléspectateurs et téléspectatrices. Je salue le sénateur et Maître Degli. Et je suis très content d'avoir cette conversation avec eux. Et je voudrais d'entrée de jeu remercier New World TV et aussi dire que c'est l'opportunité pour nous de dire qu'il est intéressant d'avoir de plus en plus de plateformes où nous pouvons échanger et partager sur notre cadre institutionnel et constitutionnel, sur la mise en œuvre, parce qu'en réalité, il y a les tests, mais il y aura aussi la pratique. Maintenant, nous rentrons dans une phase de pratique constitutionnelle et institutionnelle, et c'est là où les acteurs que nous avons l'honneur d'être pourront apporter de plus en plus d'éléments auprès de la population. Ceci étant dit, pour moi, je voudrais d'abord saluer la très grande maturité du peuple togolais qui a montré son adhésion à ce régime parlementaire lors des élections législatives qui ont eu lieu il y a de cela 1 an, donc en avril dernier, et qui l'a confirmé hier par les manifestations de joie spontanée que nous avons vues
à la suite de la prestation de serment de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil. Qu'il me soit permis humblement de lui adresser mes admirations pour cette prestation de serment et cette entrée en fonction. Et je pense qu'en réalité, le régime parlementaire a été compris par nos compatriotes en ce que c'est un régime qui apportera plus de transparence, plus de redevabilité, mais aussi plus de décentralisation du pouvoir politique. C'est-à-dire que les responsables qui sont élus dans les deux chambres de notre Parlement auront plus de capacité d'agir au niveau de la gouvernance. Et je pense que c'est quelque chose d'important à souligner dans le cadre de cette 5e République qui est un régime parlementaire et qui va nous permettre de basculer dans un système qui introduit un peu plus d'horizontalité. C'est-à-dire que le Parlement va avoir un rôle fort. Le président du Conseil va être le centre du pouvoir exécutif. Le président de la République sera le garant d'un cadre national dans lequel nous nous inscrivons tous. Donc je pense que globalement, nous sommes dans un système qui est plutôt positif et qui surtout vise à préserver l'intérêt général. Mais vous avez dit plus de transparence, plus d'efficience, alors que vous concentrez finalement tous les pouvoirs entre vos mains. L'Assemblée nationale est archi-dominée par votre parti, de même que le Sénat. La question de la représentativité d'un parti politique, je pense, ne remet pas en cause les capacités du système à mettre en œuvre une certaine transparence. C'est-à-dire que le pouvoir donné aux chambres de réaliser leur mission de contrôle, leur mission d'interpellation, leur mission de mise devant ses responsabilités du gouvernement, du président du Conseil, n'est pas altéré par le fait qu'il y a un parti ou tel autre parti qui a la majorité. C'est deux choses différentes. Vous n'avez pas une opposition pour vous challenger? Non, l'objectif, c'est justement, dans ce contexte où cela représente un défi de trouver du challenge, de trouver les mécanismes internes pour pouvoir s'auto-challenger, si je puis dire, ou être en tout cas constamment dans la recherche d'un mieux-être pour les populations togolaises, ce qui fait que nous sommes obligés de nous challenger au quotidien. Au demeurant, ceci étant dit, les chambres sont également composées, comme on l'a dit, par diverses forces politiques qui sont en capacité de proposer des alternatives aux solutions qui sont issues de notre parti et nous sommes ouverts à la discussion, à la conversation pour le bien-être des Togolais. Maître Jean Yaovi Degli, à une certaine époque, vous avez souhaité de tous vos voeux le basculement du Togo dans un régime parlementaire. C'est fait. Est-ce que vous êtes satisfait? Je n'ai pas bien compris la question. J'ai souhaité tous mes voeux. Oui, vous avez souhaité à un certain moment que le Togo opte pour le régime parlementaire. Moi, personnellement, non. Je n'ai jamais proposé de régime parlementaire. Dans le cadre de la PED, dont j'ai été un des membres, il a été proposé à la conférence nationale le régime parlementaire. Mais l'ATLT, Association togolaise de lutte contre la torture, dont j'étais président, ne l'a pas proposé. Il avait proposé plutôt un régime présidentiel un peu à l'américaine, mais tropicalisé, c'est-à-dire qu'avec les réalités africaines. C'est ce que nous avons proposé. Mais M. Jovi Gali, au niveau de la PED, avait tenu à ce que plutôt on aille à un régime parlementaire. Et il donnait l'exemple essentiellement de l'Allemagne. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans un régime parlementaire. Nous avons basculé surtout depuis hier, profondément dans le régime parlementaire. Est-ce que ce régime parlementaire, c'est exactement ce qu'il proposait à l'époque? Je ne crois pas. Mais toujours est-il que nous sommes dans un régime parlementaire. Maintenant, le ministre l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait transparence, il faut qu'il y ait auto-challenge, et il faut qu'il y ait la capacité de pouvoir faire quelque chose. Le plus important pour moi, ce n'est pas le régime dans lequel nous sommes, c'est ce que nous ferons de ce régime-là. Qu'est-ce que les Togolais feront exactement du régime parlementaire dans lequel ils s'inscrivent aujourd'hui? Est-ce que ce sera une gouvernance exactement comme hier, mais juste avec un autre habillement, une autre appellation, 5e République, régime parlementaire, ou alors ce sera une gouvernance beaucoup plus, comme il l'a dit, transparente, beaucoup plus de justice,
de justice sociale, de répartition équitable des ressources du pays entre les différentes composantes de notre pays? Est-ce que ce sera un régime où la contestation, ou du moins la contradiction sera acceptée et nous permettra d'évoluer autrement que par rapport à hier? C'est là ce qui m'importe, parce qu'aucune constitution, quelle qu'elle soit dans le monde, n'a jamais donné du travail à des citoyens, n'a jamais créé une justice équitable, n'a jamais mis fin à la corruption, n'a jamais créé le bien-être, mais les acteurs qui animent le système peuvent, en utilisant cette constitution, essayer d'améliorer le sort d'un pays, le sort des citoyens. Et c'est ce que j'attends. Et je donne souvent l'exemple de la Chine. La Chine n'est pas une démocratie, mais la Chine est aujourd'hui la première puissance économique du monde, et la deuxième puissance militaire dans le monde. Si nous aussi nous pouvons faire quelque chose, bon, je crois qu'il faut maintenant que quelque chose se passe qui justifie le fait qu'on ait de plein pied accepté de rentrer dans ce nouveau système. À défaut, je pense que ce serait juste du gâchis. Innocent Kawada. Nous avons, depuis que nous sommes rentrés en politique, identifié que nos pays africains, surtout francophones, l'espace francophone, ont des problèmes systémiques d'instabilité et d'alternance. Et qu'est-ce qui causait ce problème pour nous? C'est le régime présidentiel. Donc nous, à la base, et nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas attendu 2024 pour le dire. Non, depuis, nous avons dit que ça nous posait un problème. Donc il faut aller dans un système qui permet aux états-majors de partis politiques de pouvoir faire de la politique, et ça doit se faire essentiellement au Parlement. Donc ça doit être un système qui permet non seulement aux états-majors de faire la politique, mais de permettre un certain regroupement des forces politiques. Pour des pays africains où vous avez autant de partis politiques, ça pose un problème. Donc il faut aller, le système, le challenge, le régime parlementaire doit nous obliger, nous de l'opposition, par exemple la majorité, ils n'ont pas besoin de se regrouper, parce que c'est un bloc. Donc nous de l'opposition, on est obligé en fonction de notre idéologie. Mais je ne dis pas de mettre tout le monde dans un panier, ça ne peut jamais marcher. Et ça n'a jamais marché. Parce que chacun a sa ambition, chacun a sa stratégie. Et des fois, l'idéologie, ce n'est pas pareil. Nous, je pense que nous reconnaissons avec des partis comme l'UFC, la CPP, le MRC, le MCD, CLE. Nous pouvons créer un centre fort, puisque nous sommes du centre, un centre fort pour préparer l'alternance et bien préparer les élections de 2030. C'est pour nous l'enjeu au niveau de l'opposition. Au niveau de l'opposition parlementaire, que ce soit au niveau du Sénat ou que de l'Assemblée nationale, nous devons bien préparer les élections de 2030. Parce que dorénavant, l'élection présidentielle devient l'élection législative. Et quand vous votez pour l'élection législative, vous ne votez pas uniquement pour les députés. Surtout pour une liste qui est présente sur l'ensemble du territoire, vous votez pour une élection présidentielle. Parce que vous votez non seulement pour les députés, vous votez également pour un programme, et vous votez pour celui qui va diriger le pays, qui est le président du Conseil des ministres, ou ce que moi j'appelle le chancelier togolais. Donc vous pensez que l'opposition a plus de chances d'accéder au statut suprême avec ce... Nous avons des ambitions. Nous aussi, nous avons des ambitions comme la majorité. Nous sommes dans un système où nous devons nous regrouper pour que nous puissions faire front à la majorité. Mais comme je l'ai dit, dans un concept d'une opposition responsable et d'une majorité tolérante. Nous devons aller dans une culture politique qui nous permet de dire, peu importe ce qui se passe, même si nous perdons le pouvoir, nous n'avons pas de crainte à avoir. Nous ne voulons pas des systèmes comme je ne vais pas citer des pays, mais vous les connaissez. Même récemment, il y a eu alternance dans certains pays. Les gens qui dirigeaient le pays, ils sont tous sortis du pays. Ce n'est pas ce que nous voulons, parce que ça sera toujours une revanche des gens qui étaient là et qui se disent, on va venir dans 10 ans. C'est pour ça que le régime présidentiel, moi, me pose personnellement un problème. Et c'est pourquoi je défends le régime parlementaire. C'est une question idéologique, essentiellement. C'est une question de stabiliser nos pays pour pouvoir enclencher le développement. On ne peut pas se mettre tout le temps à régler des crises politiques après les élections et à engager une politique. On n'a même pas encore fini. C'est une nouvelle élection. Donc, trouvons un système qui nous permet, en une élection, de choisir nos députés qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale, de voter un programme politique. Le programme politique est fondamental. Et nos majors de partis politiques doivent commencer par travailler sur le programme. Nous, quand nous étions à l'élection de 2024, nous avons déroulé notre programme de société. Donc, on vote à la fois le programme de société, pas uniquement les députés dans leur circonscription. Donc, l'enjeu devient national. Et enfin, in fine, vous choisissez
un président du Conseil qui dirige le pays. Donc, ça a changé. Nous devons changer notre perception de voir les choses. Nous devons changer notre culture politique parce que c'est un régime qui va nous permettre de pouvoir enclencher le dialogue. Oui, ben, Maître Degley, est-ce que vous pensez que ce régime va apporter plus de stabilité sur l'échiquier politique? En ce qui concerne la stabilité, je crois que nous l'avons. Hein. Moi, je dis aujourd'hui, si j'avais quelque chose à dire au président Faure, ancien président de la République, chef de l'État, aujourd'hui président du Conseil, que ses collègues appellent affectueusement le jeune doyen, je dirais qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous êtes dans une stabilité presque absolue. Vous êtes véritablement installé dans une stabilité. Et donc, votre travail doit consister à améliorer et à changer tout ce qui n'a pas pu être changé hier dans l'intérêt de ce pays. Je crois que ce régime permet la stabilité, en ce sens que, une fois que l'Assemblée elle est en place, qu'elle a été élue, bon, ipso facto, hein, celui qui est le chef du parti majoritaire, c'est lui qui est dans le rôle. Donc, nécessairement, il y a une plus grande stabilité. Maintenant, il faut que la stabilité, là, soit utilisée au service de ce que moi j'appelle toujours l'intérêt général et le développement d'un pays. Voilà. Nous sommes en direct ce dimanche à midi, que vous nous receviez sur satellite, sur application, sur YouTube ou Facebook. Protégez-nous, likez cette émission, commentez New World Forum, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis partagez New World Forum pour porter la voix de l'Afrique qui change. Et nous sommes en train de parler du Togo aujourd'hui qui bascule dans une nouvelle république, la 5e, régime parlementaire avec l'élection d'un nouveau président de la République. C'était fait hier et le choix s'est porté sur Jean-Lucien Savy de Tové, issu de l'opposition, une ancienne figure de l'opposition. Monsieur le ministre, Nachaba, pourquoi vous avez opté pour une personnalité, pas de vos rangs? Pourquoi vous êtes allé chercher ailleurs? Pas moi personnellement, vous voulez dire. C'est votre majorité qui Voilà pourquoi les élus qui ont l'honneur de constituer le Congrès ont porté leur choix sur le président de la République qui a été élu. Il serait mieux placé que moi pour expliquer ce choix. Mais je pense qu'il y a dans ce choix des éléments que nous pouvons analyser. Le premier élément, c'est que celui qui a été élu est un homme politique expérimenté, qui a connu plusieurs phases de la vie politique de notre pays et qui, je pense à certains égards, saura capitaliser sur cette expérience-là et capitaliser en évitant certains écueils qui, parfois, dans le dynamisme de la jeunesse et dans l'inexpérience qui caractérise cette jeunesse, parfois peut être une difficulté. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'esprit, j'allais dire, d'ouverture, sinon l'esprit d'inclusion et aussi l'esprit qui veut que tout Togolais, étant en capacité de servir son pays, peut, à un moment ou à un autre, se retrouver dans une position de le servir effectivement, et parfois à très haut niveau. Ça ne veut pas dire qu'à un autre niveau, ce n'est pas louable, mais c'est un signal pour l'ensemble de la classe politique sur cette promesse de l'utilité individuelle de tous les Togolais à cette nation togolaise. Et je pense que c'est un message important. Et peut-être le troisième message, c'est le fait que les élus qui se sont prononcés l'ont fait avec beaucoup d'élégance, si je puis dire. L'ont fait avec beaucoup d'élégance parce qu'à un moment donné, il y avait un candidat et ils se sont tous exprimés en faveur de ce candidat-là. C'est un signal fort de leur adhésion importante à la dynamique qui est enclenchée et le fait aussi que ce président de la République qui a été élu, à qui nous présentons nos félicitations bien entendu, plusieurs personnes se reconnaîtront aussi en lui. Plusieurs personnes se reconnaîtront aussi en lui et cela pourra ainsi ouvrir une nouvelle phase dans la vie politique de notre pays vers plus de modernité et vers aussi plus d'équilibre dans les institutions de la République. Le président de la République élu devant le Congrès, constitué
de l'Assemblée nationale et du Sénat, un seul candidat, une seule candidature, ça traduit quoi au sein de votre majorité? Le poste ne vous a pas intéressé ou quoi? Ça traduit d'abord un esprit de préparation et de discipline, ce qui est important dans un parti politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où, quand il y a des échéances, il faut les préparer, il faut travailler, il faut discuter entre soi pour voir quelles sont les meilleures options pour l'intérêt général de notre pays. Et pas forcément pour notre parti, mais pour l'intérêt général. Parce qu'à un moment donné, comme cela a été dit, quand on a la responsabilité qui est la nôtre au sein du Parti UNIR, et quand on a la vision d'un leader comme son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, à un moment donné, on est enclin à se positionner plus sur l'intérêt général que sur l'intérêt particulier que nous pouvons représenter. Et je crois que c'est ce qui a guidé la majorité des élus qui sont du Parti UNIR à faire cette proposition-là. Sur ce plateau, celui qui doit connaître le plus le nouveau président de la République élu, c'est sans doute Maître Jean-Yao Videgli. Vous avez fait un chemin dans la lutte de l'opposition pour l'alternance. Vous avez même eu à le désigner Premier ministre, on l'avait appelé à l'époque Premier ministre d'Outre-mer, désigné au Bénin, en exil. Qui est Sambi de Tové, Maître Jean Degli? Bon, d'abord, j'aimerais rectifier quelque chose. Je ne fais pas partie de ceux qui ont désigné Faujean, comme moi je l'appelle, Faujean je l'appelle, M. Jean-Lucien Sambi de Tové comme Premier ministre. Bon, quand je dis vous, l'opposition à l'époque. Non, je ne suis pas de l'opposition. Je suis de société civile. C'est toujours ce que j'ai revendiqué. Je suis de la société civile. Je suis une voix indépendante qui milite fortement en faveur de l'intérêt général de ce pays, et dans tous les sens. Et je l'ai toujours dit, les gens qui disent opposition, opposant, ils disent non. En fait, si on considère la définition de l'opposant en tant que tel, je ne pourrais pas me classer là-dedans. Je me classe plutôt parmi les défenseurs des droits humains et dans la société civile. C'est ça mon rôle. Alors, je n'étais pas, comme j'ai dit, ceux qui l'ont désigné, je n'étais pas au Bénin. Moi, j'avais participé à la vie du gouvernement et j'étais en exil à l'époque quand il a été désigné. C'est vrai. Faujean Lucien Sambi de Tové est quelqu'un avec qui j'ai fait un chemin ensemble, on a milité ensemble pour la conférence nationale. C'est nous qui avons commencé les débats et puis après, au niveau du Code, ils se sont joints à nous à un moment donné. Je me rappelle... Le Code, c'est le collectif de l'opposition. Le collectif de l'opposition togolaise. Je me rappelle en 91, lorsque le président de la République a été d'accord d'abord avec le Forum national de dialogue et puis ensuite, à la suite de discussions pour qu'on transforme le nom en conférence nationale, c'est lui qui avait lu le communiqué. Le communiqué conjoint qui avait sanctionné les discussions entre le gouvernement et l'opposition à l'époque. Et après mon départ du Togo, je sais que c'est quelqu'un qui a évolué avec l'ancien ministre paix à son âme, l'ancien premier ministre paix à son âme, Edim Kodjo. Son parti ayant rejoint la CPP, la Convergence patriotique panafricaine. Exactement. Et qui a été ministre. Ce que je sais de lui, c'est que c'est quelqu'un qui s'est battu pour ce pays. Ça, c'est une chose à retenir. Et si j'ai bonne mémoire, j'étais encore tout jeune, mais en lisant les archives, en rencontrant les gens, je sais qu'il avait été arrêté en 1979 pour raison de coup d'État. C'est des gens qui ont voulu changer quelque chose dans ce pays. Et donc, il a fait tout ce chemin. Ça lui a permis aussi d'apprécier comment il faut aborder les problèmes d'un pays. Parce que vous savez, lorsque, soit vrai ou faux, vous avez pu tremper ou participer à certaines choses, cela vous donne une dimension, quand vous voyez des gens qui se targuent de certaines choses, de pouvoir mesurer où il faut aller et où il ne faut pas aller. Donc je crois qu'il a l'expérience nécessaire pour être là où il est aujourd'hui. Je dirais que son âge m'a un tout petit peu embêté, parce que s'il était cardinal, il ne ferait pas partie de ceux qui vont élire le pape. Et ça m'a un peu embêté parce que l'âge est avancé. Et 86 ans, il faut le dire. Oui, 86 ans, c'est un peu avancé. Je ne sais pas s'il a encore toutes ses capacités aujourd'hui pour pouvoir occuper ce poste qui, tout en étant
classé comme inutile est en réalité très utile. Le poste de président de la République. Et j'aurais voulu que celui qui est là puisse prouver l'utilité de l'inutile. Oui, mais le poste, en faisant... est-ce qu'il n'est pas plutôt honorifique? Est-ce qu'il a du contenu, le poste est honorifique, mais il peut jouer beaucoup de rôles. On dit inaugurer les chrysanthèmes, mais il faut faire attention. Quand vous voyez le fonctionnement du régime parlementaire dans plusieurs pays, vous constatez que le président de la République est à un moment donné comme un médiateur. Et il joue beaucoup de rôles. OK? Et si le président du Conseil a son écoute, certainement il peut agir sur beaucoup de choses. Et c'est ce que moi j'aurais souhaité que le président de la République puisse faire. Nous avons au Togo beaucoup de problèmes. Nous avons aujourd'hui un problème que moi je considère comme fondamental, qui est un problème de la nation, de la réconciliation nationale. Les Togolais, depuis les indépendances et depuis avant les indépendances, n'ont jamais réussi à parfaire une réconciliation nationale qui leur permette de mettre en place une véritable nation et d'en avoir un père. Nous sommes en train de chercher. La fois dernière, il s'agissait de savoir si c'est Olympio qui était le père de la nation ou si c'est Iadema. Oh, ni l'un ni l'autre, j'ai dit, n'est père de la nation parce que nous n'avons pas encore la nation. Le président de la République actuelle, il peut, au lieu de le nommer garant de l'unité nationale, on a préféré utiliser symbole. Ça a diminué encore un peu la teneur de la chose, mais il peut essayer de jouer un rôle qui permette au président du Conseil d'impulser tout ce qui est nécessaire et que demain, nous ayons véritablement une réconciliation nationale, une harmonie, et pourquoi pas de faire de celui qui est là aujourd'hui et de lui-même ceux qui auront créé la nation véritable togolaise et d'être les pères de la nation. Donc, Faux Jean Sanvi de Tové, Jean-Lucien Sanvi de Tové, je crois qu'il a encore quelque chose à faire et sous réserve de son âge, je pense qu'il pourra faire un travail qui aille dans le sens de l'international. Bien évidemment, si la main libre lui est laissée pour le faire et s'il n'est pas trop confiné dans les limites extrêmes de ce que dit la Constitution. Voilà. Innocent Kabara, vous faites partie de ceux qui ont voté pour Jean-Lucien Sanvi de Tové. Pourquoi vous l'avez choisi comme président de la République? Je crois que dans le régime parlementaire, il ne faut pas voir l'aspect de la fonction du président comme une fonction inutile et très symbolique, non. Parce qu'au-delà même de ce qui est dit dans le texte, il faut voir la personnalité de la personne, il faut voir d'où elle vient, puisqu'elle vient des rangs de l'opposition. Et nous sommes en train de constituer un groupe, et la CPP fait partie de notre groupe. Donc pour nous de notre groupe au niveau du Sénat, c'est insatisfaisant, puisque c'est en même temps une surprise et une satisfaction. Donc nous pouvons qu'aller dans ce sens. Et le nouveau président, comment nous devions définir les critères qui devaient le choisir? La maturité, l'expérience, un tempérament qui permet d'apaiser et d'amener les gens au dialogue, parce que lui n'a pas d'agenda, il n'y a pas d'enjeu pour lui. Donc c'est comment temporiser les choses, comment amener les gens au dialogue, c'est ça qui doit être son rôle. Donc si il a la main libre, comme on le dit, comme le disent mes co-débatteurs, il peut incarner celui qui va permettre, le ciment, celui qui va permettre de pouvoir résoudre les petits conflits comme un suprême médiateur et nous permettre de pouvoir régler les petits problèmes. Parce que dans l'exercice ou bien dans la mise en place, on sera confronté à des challenges, à des difficultés. Donc, il doit être celui qui nous permet véritablement d'installer ce régime en discutant, en ayant toujours une petite longueur et en ayant aussi l'oreille du président du Conseil pour que nous puissions avoir des institutions fortes. Donc, pour nous, c'est un choix de la raison, un choix d'ouverture, un choix d'expérience et puis un choix de réconciliation. Mais vous parlez tous deux de main libre. Pourquoi vous avez des préjugés? Qui va lui lier les mains? Non, mais c'est une façon de parler. Ces mains ne seront pas liées, mais nous voulons... Vous savez, les tests peuvent dire quelque chose, mais dépendant de la personnalité de quelqu'un, vous pouvez avoir un autre résultat. Un résultat auquel vous ne vous attendiez même pas. Donc nous voulons aller dans ce sens. Et puis vous allez voir tout ce que nous sommes en train de dire, c'est notre nation, c'est notre pays. Donc nous devons revenir à l'essentiel, c'est le patriotisme. La formation des citoyens. Nous devons revenir à la base. Peu importe nos divergences, peu importe ce que nous devons dire, nous devons avoir à l'esprit que c'est le même objectif que nous visons, c'est comment
faire pour que ce pays avance. Et je crois que le nouveau président de la République peut servir à ce que nous puissions atteindre cet objectif. Alors, Monsieur le ministre, que traduit selon vous le choix d'un président de la République issu de l'opposition? Je pense que cela a été déjà évoqué par que ce soit Maître Degli ou le sénateur Kagbara. Hein. D'abord, si on doit revenir là-dessus, je pense que ça traduit l'esprit d'ouverture de la majorité. L'esprit d'ouverture, et nous avons toujours dit que, comme vous connaissez la personnalité de son Excellence M. Faure Essozim Nanyasingbe, le président du Conseil, il a fait de cet esprit d'ouverture un quasi-sacerdoce, si je puis dire, en prenant le temps de trouver les moments de consensus, les moments de dialogue avec l'ensemble des Togolais. Et je pense que c'est ce que cela montre. Et parfois, comme il a cette vision et qu'il voit réellement beaucoup plus loin pour notre pays, il nous oriente vers ces choix, comme celui de M. Sanvi Detove, qui est un choix qui est constructif, qui est un choix pour l'avenir. Et Maître Degli disait quelque chose d'important, c'est-à-dire que la question de la maturité est intéressante. C'est-à-dire que quand vous avez eu l'expérience de vivre certaines situations, qu'elles soient administratives, qu'elles soient politiques, qu'elles soient historiques, elle vous permet aussi d'avoir, comme le disait le sénateur, cette tempérance et cette habilité à parler de certains problèmes. Parce que les problèmes de la nation, et heureusement que nous sommes ici pour discuter un peu de cela, c'est aussi la pratique et l'habilité des hommes et des femmes qui animent les institutions à discuter ensemble. Et le fait d'avoir ce que moi j'appelle parfois une profondeur historique dans la connaissance de notre pays n'est pas inutile. Et je pense que cela est un facteur important aussi dans le choix de la personnalité du président de la République et qui saura être une bonne combinaison avec le président du Conseil pour pouvoir mener notre pays à bon port. Et à la fin de la journée, le plus important, effectivement, c'est comment réussir le développement de notre pays pour le bien-être des populations. Maître Degli, est-ce qu'on peut considérer ce qui arrive au Togo là comme une forme d'alternance? Alternance? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un changement, mais je ne pense pas qu'il y a alternance. Je pense qu'il y a un changement. Pour le moment, celui qui est le chef de l'exécutif effectif au Togo, là où on parle généralement d'alternance, c'est toujours le président Faure Gnassingbé. Donc, bon, l'alternance, quand on en parle, on parle toujours d'abord de celui qui incarne le pouvoir, l'exécutif. Est-ce qu'il a changé? Je ne crois pas. C'est toujours le président Faure qui incarne l'exécutif. Le président de la République, et notamment Faure Sanvi Detove, est dans un rôle honorifique. Donc ce n'est pas celui qui est dans le rôle honorifique qui incarne l'alternance. Ce n'est pas possible. Le président de la République dans un régime parlementaire n'incarne pas l'alternance. Lorsque vous prenez par exemple l'Allemagne, il y a eu dernièrement alternance parce qu'un autre parti a pris la majorité et a nommé un chancelier. Lorsque vous prenez la Grande-Bretagne, il y a eu entre-temps les conservateurs qui ont perdu le pouvoir et les travaillistes sont Starmer et là aujourd'hui. Il y a alternance. Mais chez nous, pour le moment, c'est le même parti, le même visage de l'exécutif qui est là. Demain, même à l'intérieur de ce parti, si ce visage changeait, on pourrait peut-être commencer à parler d'un changement qui aille vers l'alternance. En tout état de cause, aujourd'hui, ce qui est important, alternance ou pas alternance, c'est ce que nous ferons de cette 5e République, de cette nouvelle constitution, de cette nouvelle configuration. Si tout ce que les Togolais peuvent attendre, notamment en ce qui concerne le bien-être, peut sortir de là, bon, écoutez, vous savez, il y a des gens qui ont gouverné leur pays pendant plusieurs années et qui ont donné des choses. Singapour a été gouverné par la même famille pendant des décennies et est devenu aujourd'hui une des lumières du monde. Si nous pouvons le faire nous aussi,
la question de l'alternance ne se poserait pas. Mais si nous restons dans ce qui a été le passé et on est arc-bouté sur le bien-être réservé uniquement à une petite portion de la population, dans ces conditions, le problème d'alternance se posera toujours. Moi, je dis, et j'ai défendu ça souvent, j'ai dit, je voudrais que ceux qui gouvernent, à l'époque c'était le président de la République, que le président de la République gouverne et fasse en sorte que les Togolais oublient même le poste de président de la République. C'est-à-dire que la gouvernance est tellement bonne, chacun y trouve tellement son compte, qu'on en vient à oublier qui est là, de quelle famille il est, de quelle ethnie il est, comment il s'appelle, parce que chacun, dans ce régime-là, dans ce système-là, trouve son compte. Mais tant que nous n'aboutirons pas à ça, nécessairement, le problème d'alternance se posera. Et en tout état de cause, aujourd'hui, vous, qu'est-ce qui doit changer? Mais énormément de choses doivent changer, hein? Énormément de choses. Je ne sais pas si vous considérez que ce qui se passe dans notre pays ou qui s'est passé depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui a contribué au bien-être des Togolais. À 90%, moi je dirais, le Togolais n'a pas encore le bien-être. Il faut que le Togolais ait le bien-être. Il y a des efforts qui sont faits depuis un certain temps, mais ces efforts doivent être beaucoup plus importants encore. Je voudrais que demain, ceux qui parleront comme ministres du leadership éclairé du chef de l'État n'en parlent pas pour un puits qu'on a construit dans un village, mais en parlent pour de grandes réalisations qui montrent véritablement que le leadership du chef de l'État, du président du Conseil, est un leadership extraordinaire, est un leadership éclairé. Mais qu'on revienne dire aux populations que bon, parce qu'on a construit un puits sur lequel on a pris les 3/4 de l'argent qu'on a mis en poche, c'est le leadership éclairé, je crois que c'est même ternir l'image du chef de gouvernement, qui était le chef de l'État hier, que de parler de ça. Donc, beaucoup de choses sont à faire. Je prends un exemple. Dans notre pays, pendant des années, lorsque vous allez en justice et que vous avez une décision, vous gagnez un procès, la décision est enregistrée à un prix forfaitaire. OK? Si vous êtes, par exemple, créancier de quelqu'un qui refuse de vous payer, vous l'amenez en justice, la justice arrive à vous donner raison, vous enregistrez la décision à un prix forfaitaire parce que la justice au Togo est considérée comme gratuite. C'est ce que dit notre Constitution, c'est ce que disent nos textes. Nous sommes arrivés à quelques années où, quand le créancier est en face d'un débiteur qui refuse de le payer, il l'amène en justice. Il passe tout son temps, il paye, il fait tout, il passe des années. Et Dieu seul sait comment la justice togolaise est longue. Il finit par obtenir une décision. On lui dit le montant de ta créance, il faut que tu ailles payer 5% aux impôts avant de l'avoir. Mais pardon, ça sort d'où? Ça sort d'où? On ne sait pas d'où c'est sorti. Quand les gens sont dans cette situation, vous ne pouvez pas leur parler de leur bien-être. J'ai 100 millions à recouvrer, je vais en justice, je passe des années, je fais des frais d'avocat, des frais de justice, on finit par me donner une décision, on me dit non, la décision là n'est plus, elle ne sera pas enregistrée au taux forfaitaire comme ça l'était avant. Il faut que vous allez payer 5% du montant de votre créance d'abord avant de pouvoir exécuter la décision. Et vous ne savez même pas. Votre exemple, je le comprends, mais il est très pointu d'un domaine que je ne maîtrise pas forcément. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. J'ai plein d'autres exemples que je peux donner. Celui-là, je le donne parce que c'est quelque chose qui frise l'abus, en quelque sorte. Dans tous les pays, et dans notre pays, la justice est gratuite. Quand on vous donne une décision, vous l'enregistrez à un taux forfaitaire. Et c'est ça qui doit être. Sinon, vous mettez une pression inutile et absolue sur les citoyens qui peuvent ne pas vouloir aller vers la justice. Parce que demain, qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'autres domaines. Et quand je prends la justice, il y a le fait qu'on arrête des gens qui sont des malfrats, de grands malfrats, et qui sont protégés. Et tout ça là, notre système doit permettre d'éviter ça, parce que vous envoyez les gens vers la justice privée quand vous le faites. Vous avez d'autres situations où, par exemple, des gens vont à un concours, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas participé au concours, qui réussissent, et des gens qui ont participé, qui ne réussissent pas. Tout ça là, tous ces petits problèmes, qui sont de grands problèmes pour les citoyens,
Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte, et je dis, le pouvoir du président du Conseil est dans une stabilité telle que ces problèmes, on doit s'y atteler et les régler. On va donner la parole au ministre Zachaba pour une réponse, parce que de façon générale, certains citoyens se plaignent. On ne va pas prendre ces exemples pointus. Certains même évoquent les 3 repas par jour. Est-ce que ça va changer? Quel changement allez-vous apporter? Parce que c'est le système qui change, mais les hommes restent les mêmes. Dans ce contexte-là, est-ce que vous allez pouvoir améliorer? Merci. Je pense qu'il y a, si on se réfère, disons, aux dernières années, il y a quand même eu des évolutions en termes de niveau de vie et de bien-être de la population qui sont réelles et qui sont constatées. La réalité, ce que nous avons dit et ce qui est réel pour le régime parlementaire, c'est cette capacité justement d'interpellation plus fréquente, d'interpellation plus pointue peut-être du gouvernement sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire que les parlementaires ont cette capacité plus affinée de pouvoir justement aller sur des sujets un peu plus pointus, un peu plus précis, concernant les problématiques, j'allais dire, du quotidien. Et cela va toucher directement le président du Conseil parce qu'il est en lien avec la majorité parlementaire. Et donc, cela a une... C'est pour ça que je parlais de redevabilité tout à l'heure. Plus de redevabilité, cela rend le président du Conseil plus redevable, en quelque sorte, d'abord de la majorité parlementaire, mais aussi de ceux qui ont porté cette majorité parlementaire-là au niveau où elle est. Et donc, forcément, il y a une conséquence sur la gouvernance elle-même, parce que cette gouvernance est nécessairement plus à même de donner des signes de résultats, plus à même d'être interrogés devant l'Assemblée nationale. Et je pense que les parlementaires qui auront à charge de retourner régulièrement dans leur base, expliquer les résultats qu'ils ont obtenus ou répondre aux questions pointues qui leur sont posées, ne vont pas manquer de creuser les différentes questions techniques, parfois qui se poseront et qui pourront être peut-être adaptées aux situations qu'on voit sur le terrain, ne vont pas manquer de poser ces questions-là au gouvernement et demander au gouvernement d'apporter des solutions qui sont pertinentes à cela. Mais ce que je voudrais dire par rapport au fait qu'on parle des hommes et des institutions, nous avons peu ou prou eu la chance de pratiquer aussi le régime précédent, si je puis dire. Et on ne peut pas venir tout expliquer, mais parfois le temps de l'action administrative modulo la volonté politique est peut-être un peu long par rapport à la capacité que donne un système plus direct comme le régime parlementaire. Et donc, nous avons foi que cette évolution-là permettra d'aller plus vite, d'aller plus au résultat, d'aller plus au concret pour les populations. En tout cas, c'est ce qui est visé à travers cette réforme. Vous clôturez cette première partie avec Innocent Kagwara. Si je crois comprendre votre développement, vous, les meilleures perspectives, les bonnes perspectives, vous les voyez plutôt à moyen ou à long terme, ou vous placez dans les horizons 2030, ça veut dire... 2030-2050. Non, je vais développer, oui. Je vous donne la parole alors. Oui, bon, nous, ce que nous voyons, c'est que nous devons construire nos nations. Nous devons construire nos pays pour que d'ici 2050, comme je l'ai souvent dit, que nous ayons le plein emploi. Parce qu'in fine, peu importe le système, peu importe l'architecture du système, la question fondamentale, toutes ces questions que vous posez, c'est le bien-être de la population, c'est lié à la gouvernance. C'est lié aux hommes qu'on choisit. Donc le profil des hommes qu'on va choisir pour le régime parlementaire, il est fondamental parce qu'il y a une question de redevabilité. Parce que s'ils ne font pas leur boulot, ils exposent directement leur chef. Parce que avant, dans le régime présidentiel, il y a le Premier ministre qui faisait le pont. Parce que là, maintenant, pour choisir un ministre, ce n'est pas tant en termes de compétences ou en termes de diplôme obtenu à l'extérieur. Non, mais c'est en termes de probité, en termes de patriotisme, en termes d'engagement, en termes de redevabilité. Donc, le système actuellement, et puis le Parlement, nous sommes dans un système où il y a l'équilibre des deux terreurs. Il y a à la fois collaboration entre le président du Conseil des ministres et sa majorité. Il y a une collaboration, mais il peut y avoir un équilibre de terreur parce que la majorité aussi peut faire tomber.
Et s'il n'a Donc, pas... le président peut faire tomber la majorité. Oui, mais maintenant, après, on va nous dire le président, il n'a pas été élu. Rapidement, je vais faire une parenthèse sur l'élection du président. Parce que le mandat, il y a une sorte de légitimité, puisqu'il tient la légitimité de sa majorité. Puisqu'on explique aux gens que dorénavant, l'élection présidentielle devient l'élection législative. Donc, quand ils votaient pour cette élection législative, ils étaient conscients qui était le président ou bien qui était le chef du parti qui doit devenir majoritaire ou qui a gagné les élections. Il faut... Moi, ce que je vais demander, c'est que le président du Conseil, c'est essentiellement sur les questions de gouvernance. C'est sur le choix des hommes qui vont incarner les institutions, le choix des ministres, le choix de tous qui vont incarner l'État, pour que ce soit des gens, des patriotes. Parce que quand vous êtes patriote, il y a une certaine probité morale. C'est le patriotisme. Donc, ce que nous ne devons pas être riches vers la fin de notre parcours. Non, c'est le pays qui doit être riche. Une maison, 2 maisons, ça suffit. Et ce que nous devons léguer à nos enfants, c'est l'éducation. Non, ce n'est pas la richesse. Parce que quand vous léguez la richesse à vos enfants, vous faites d'eux les pauvres de demain. Quand vous léguez uniquement que la richesse à vos enfants, dans 30 ans, ils seront pauvres. Parce que ceux qui étaient pauvres, ils vont se former, ils vont découvrir le monde, ils vont s'enrichir et ils vont venir les employer. Donc voilà là où nous attendons le président du Conseil sur essentiellement les gens qui seront nommés. Parce que sinon, dans un système parlementaire, la responsabilité des ministres engage aussi le président du Conseil directement. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, donc il faut que ça change au niveau de la gouvernance, au niveau des choix que nous allons faire au niveau de nos politiques publiques, plus de redevabilité et le patriotisme de tous ceux qui dirigent, tous ceux qui ont une petite portion de pouvoir. Nous allons marquer une pause. Que vous nous receviez sur satellite, sur application, sur YouTube ou Facebook, protégez-nous, je l'ai dit, likez cette émission, commentez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change. À tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.